tout le monde est venu, livre, et tout. C'est la première fois que je parle dans cette conférence. Et c'est très amusant. Théoriquement, d'être ici, moi, à cette place. Bref. Je vais vous parler de Rust, surtout. Et bon, j'ai un prétexte, c'est faire des web composants, c'est-à-dire faire du Rust dans le navigateur, on va dire, avec le WebAssembly. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Igor. Je fais plutôt du développement back-end en Rust chez Jacques, mais bon, historiquement, j'ai aussi fait un peu de web. Sinon, ce n'est pas ici. En fait, pour la petite histoire, il y a quelques mois, il y a 6 mois à peu près, on avait besoin de faire des développements de web composants. Et il se trouve qu'il y a eu un bon alignement de planète et j'ai pu enfin faire du Rust dans le navigateur. Et comme Stéphane, j'essaie de transmettre ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais d'abord faire un récapitulatif sur les web composants, parce que peut-être que tout le monde n'est pas trop à l'aise avec ça. L'idée, c'est pas d'entrer dans le détail. Le détail, c'est la partie Rust. Je vais vous parler de Dioxus à la fin, mais c'est pas le sujet principal de mon sujet. Par exemple, je parle de web composants natifs, c'est-à-dire sans framework. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est d'abord un standard. Vous pouvez consulter la documentation de ce standard. Il y a même plusieurs standards. Le premier vraiment associé au web composant, c'est le custom element. En gros, c'est la capacité de créer nos propres balises HTML, quelque chose que pour les développeurs web, on voulait faire depuis très longtemps. Le second standard, c'est le Shadow DOM, c'est la capacité de faire de l'encapsulation du style et du DOM, de HTML. On n'est pas obligé d'utiliser des custom elements avec les Shadow DOM, on n'est pas utilisé on peut faire du Shadow DOM sans faire custom element, il y a des usages de tout ça, pas de souci. Mais en général, ça va bien ensemble. Le dernier, c'est HTML template. C'est ce qui permet de faire un peu de templating en HTML. On peut définir des slots pour les trous, on va dire, qu'on va mettre dans nos templates. En fait, je ne vais pas du tout parler de ça. Ça n'a pas de difficulté ou de problème particulier dans le contexte de Rust. Donc, je ne vais pas être très original. Je vais faire un compteur. Je suis désolé. Dès qu'on parle de composants, on fait des compteurs. Et pour vous montrer comment ça marche, ici, alors j'espère que vous voyez tous, n'hésitez pas à venir devant. Ici, dans ma page web, j'ai des boutons et on peut cliquer dessus, ça incrémente. C'est pas très joli, mais c'est pas l'objectif. Et c'est fait avec ces JS Counter que vous voyez ici. D'accord? C'est mon composant web. J'ai un attribut, donc plop. Ça peut se modifier. Voilà, ça marche très bien. Et ce que j'ai fait, pour comprendre la suite, c'est qu'après chaque web composant, y compris ceux d'après, des parties suivantes, je mets une balise code juste à côté. Ça, c'est un usage extrêmement simple. C'est que, on va aller tout de suite sur le code, c'est qu'ici, je vais appeler cette fonction play en passant mon sélecteur, JSCounter. Et cette fonction play, qu'est-ce qu'elle fait ici? Eh bien, elle va juste prendre tous mes JSCounter, en l'occurrence, setter dynamiquement le nom. Okay, c'est pour montrer qu'on peut programmatiquement changer les attributs. Bon, il y a un délai de 3 secondes. On va aussi s'abonner sur l'événement count. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer le détail de cet événement et on va l'afficher dans le next sibling. Donc le next sibling, c'est l'élément adjacent, c'est notre fameuse balise count, notre balise code. Donc normalement, il met automatiquement à jour après 3 secondes mes attributs et j'ai dans la balise code, je vois bien mon compteur. Donc l'objectif, ça va être de faire exactement la même chose avec plusieurs technologies différentes. La première, c'est basiquement du JavaScript TypeScript, c'est du TypeScript que j'ai fait ici. Donc bon, on peut par exemple définir les types pour la payload, on va dire la charge utile de notre événement en custom. Un custom element, ça, c'est une classe JavaScript qui va hériter de HTML element. Je simplifie les petits détails, mais je simplifie les choses. Dedans, on va pouvoir mettre des champs privés, pas privés, ce qu'on veut. Typiquement, je vais garder une référence sur l'élément racine qui va contenir mon code HTML et CSS de mon composant.
donc le root, shadow root. J'ai un état interne qui s'appelle count, et j'ai deux éléments en fait qui sont des références sur les parties qui sont dynamiques dans mon web composant. On a un constructeur. Dans ce constructeur, on va créer le point d'entrée, notre shadow root. Et après, le navigateur va communiquer au travers de fonctions de callback. Connected callback, c'est le composant, il trouve le composant dans la page web. Disconnected, c'est il disparaît. Et après, bon, bah, j'ai fait du code HTML classique. Je récupère le nom. J'ai fait du templating, hein, c'est un peu le mode bûcheron, on peut faire ça beaucoup mieux, mais ce n'était pas l'objectif de cette présentation. Je récupère mes éléments dynamiques, je m'abonne sur le clic du bouton. Ben, quand je clique sur le bouton, je modifie mon état interne. Je répercute cette modification dans les composants dynamiques, donc l'intérieur de mon bouton. Et je crée un custom event que je vais dispatcher, qui va me permettre de notifier le monde extérieur de mon composant. Pas fini, il faut aussi déclarer la liste des attributs sur lesquels on veut que le navigateur nous notifie les changements au travers d'un nouveau callback, attribution callback. Il n'y a absolument rien d'intéressant là-dedans. Voilà, c'est des choses un peu classiques, c'est pas très important. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas oublier d'enregistrer, d'associer le tag HTML JSCounter avec cette classe-là. D'accord? Et si vous faites du TypeScript, il est recommandé de définir que ce tag-là est associé à cette classe. Donc on peut faire ça en TypeScript assez facilement. Et voilà. Donc ça, c'est le récapitulatif sur les web composants. Un petit bilan. Pour passer des paramètres à nos composants, on utilise des attributs HTML, ce qui nécessite éventuellement de les parser parce que c'est des chaînes de caractères et des fois on veut autre chose que des chaînes de caractères. Pour notifier et communiquer avec l'extérieur, on envoie des custom events. Enfin, même si je ne vais pas en parler ici, on peut tout à fait rendre accessibles les méthodes et les attributs. Donc moi c'était privé dans mon cas, mais ça peut se rendre accessible. Et on va typiquement utiliser des custom getter setter parce qu'on va vouloir appliquer les effets de bord visuels, on va dire, sur quand on va setter une valeur dans notre composant JavaScript. Donc voilà. Alors évidemment, dans la vraie vie, ben, on peut le faire à la main. C'est pas si dur que ça, mais souvent on va utiliser une bibliothèque, c'est souvent assez léger. Donc, je vous ai cité ici Lit et Stencil, il y en a sûrement plein d'autres. Ce que ça va apporter, ces bibliothèques, c'est que ça va apporter un modèle réactif pour rafraîchir proprement le contenu. Et donc, souvent, il y a un système de templating ou de JSX, pour ceux qui font du React, pour savoir de quoi je parle, pour pouvoir faire l'affichage du HTML plutôt que faire le mode un peu bûcheron que j'ai fait. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a deux trucs qui sont particulièrement compliqués à générer, à faire avec les web composants. La première chose, c'est personnaliser le style à l'intérieur du web component depuis l'extérieur. Donc il y a une solution simple, c'est les CSS variables. Il y a une solution plus récente qui est plus adaptée dans certaines situations, qui s'appelle part, un pseudo-élément. Là aussi, c'est standardisé. Et le dernier point, c'est que l'encapsulation, encore une fois, c'est bien, mais des fois, ça pose des problèmes, par exemple, quand on veut créer un custom input, un élément de formulaire custom. Et là, évidemment, le formulaire, s'il est à l'extérieur du web composant, ça va poser des problèmes. Et pour ça, il y a un truc qui s'appelle Element Internal. C'est un peu plus récent, part et Element Internal, mais ça existe, ça nous permet de faire ces formulaires et cette customisation du style un peu mieux. Voilà pour la partie web, on va dire. Et la partie intéressante maintenant, c'est la partie Rust. Donc, vous avez probablement dans la salle des gens qui adorent Rust. Il y a aussi probablement des gens qui en ont pas trop fait. C'est pas très grave, je vais essayer de vous expliquer les choses basiquement. Qui dit Rust en web, il dit WebAssembly. WebAssembly, ou WASM, c'est encore une fois un standard qui définit quelques API, mais surtout, ce qui est important, c'est le format du fichier, qui est un format WebAssembly binaire, facile à parser, facile à compiler. Donc ça, c'est comparé par rapport au JavaScript. Le sous-entendu, c'est ça. D'accord. L'idée, c'est d'avoir des performances proches du natif, c'est-à-dire que votre navigateur, votre exécuteur de WebAssembly va pouvoir compiler ça en du code natif plus facilement, de façon pour avoir des performances proches du natif. D'accord.
La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi l'utiliser en dehors du web. Donc moi, typiquement, les usages, c'est faire des systèmes de plugins où on va exécuter du code qui vient d'une source, on va dire, non fiable. Et du coup, ça nous permet de faire du sandboxing, d'éviter de faire des bêtises et tout. Donc c'est très intéressant comme usage. Il y a vraiment de l'avenir sur WebAssembly. Il n'y a pas assez aujourd'hui de gros frameworks, de grosses boîtes qui se mettent dessus. Il y en a qui commencent à réfléchir à faire du cloud. On déploie des services qui sont du WebAssembly. Je vous ai mis un lien, encore une fois, si vous voulez creuser le format. L'objectif, c'est pas d'entrer dans les détails, c'est de faire du code. Donc, on va pouvoir produire ce fichier WebAssembly avec notre langage de prédilection. Le mien, c'est Rust. En gros, ceux qui ne connaissent pas Rust, l'idée magique de Rust, c'est d'essayer d'avoir à la fois les performances d'un langage natif, C, C++, avec la fiabilité des langages où il y a une gestion de mémoire, Java, Python, voilà. Ça, c'est très difficile à faire, donc on veut pouvoir, en gros, accéder, savoir si notre valeur, on va l'allouer sur la stack, le tas ou la pile. On veut pouvoir utiliser des patterns d'allocation, des choses comme les arenas, ce genre de choses, etc. Mais on ne veut pas les problèmes liés à ça. Donc c'est un peu difficile à faire, mais parce que dès qu'on laisse la main aux développeurs, typiquement, les applications deviennent moins fiables. L'idée magique de Rust, c'est pour pas que ce soit le développeur qui le fasse, il faut que ce soit le compilateur. Le problème, c'est que si c'était facile à faire, tous les langages feraient comme ça, et Rust a dû ajouter un certain nombre de notions pour que le compilateur ait plus d'informations sur le code, pour pouvoir, du coup, ajouter le code d'allocation et de désallocation de nos composants. Autre chose intéressante avec Rust, c'est que c'est un langage qui s'interopérabilise, qui est facile à utiliser dans d'autres langages, typiquement Python, avec un truc qui s'appelle Foreign Function Interface. En gros, on va pouvoir décrire nos interfaces, les utiliser en Rust. Et aussi exposer du code à Rust. Donc moi, ça m'est déjà arrivé professionnellement de faire une librairie Python, j'avoue, c'est vrai, mais je l'avais codé en Rust. Voilà. Il y a plein d'autres choses à dire sur Rust. Là, c'est vraiment les trucs de base qui vont nous intéresser aujourd'hui, parce qu'il y a un peu de FFI finalement avec le WebAssembly. Je suis obligé de vous faire un slide pour parler d'ownership et borrowing. J'ai utilisé la terminologie anglophone, comme ça vous ne serez pas perdu quand vous aurez des erreurs de compilation ou autre. Donc, ownership, c'est la propriété, être propriétaire. L'idée, c'est que chaque valeur, donc quand on parle valeur, c'est un truc qui se met dans la mémoire quelque part. Okay. Chaque valeur a un seul propriétaire. Ça, c'est super important. Ça veut dire qu'il n'y a jamais deux propriétaires, et que le jour où il n'y a plus de propriétaire, le compilateur, il insère le code qui va faire le ménage de la mémoire. Donc on parle de drop. Ce qu'on peut aussi faire, c'est transférer la propriété ou l'ownership à un autre scope, une autre fonction et tout. Donc on va parler de move. Donc évidemment, avec ça, le compilateur peut gérer la mémoire. Autre chose, parce que sinon ça serait un peu pénible à développer, il y a un système d'emprunt dans borrowing. Il y a deux types d'emprunt, un emprunt immutable. Alors je simplifie beaucoup, mais un emprunt immutable, c'est qu'on peut être plusieurs à emprunter, et en général on va faire que de la lecture de la valeur. Et il y a un emprunt dit mutable ou exclusif, où en gros il n'y a qu'une seule personne qui a la main sur cette valeur. En général, c'est pour la modifier. Donc là aussi c'est un peu simplifié, mais c'est l'idée principale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Rust est considéré comme étant un langage difficile à apprendre avec une longue courbe d'apprentissage, mais en fait ces notions, elles sont simples, elles sont intuitives, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, c'est dans la mise en pratique. Voilà, on va un peu le voir. Donc, je vais aller dans mon code Rust. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré le projet avec un outil qui s'appelle WasmPack, et permet de faire la compilation en WASM, de démarrer les projets, de faire des optimisations, ce genre de choses. Hop. Donc, la première chose qu'on va faire, on va faire le Hello World du WASM en Rust. La première chose qu'on va faire, c'est ici déclarer une fonction externe, donc, du FFI en gros. Cette fonction, elle s'appelle alert, elle prend une chaîne de caractères en entrée, c'est la fonction du navigateur. D'accord ?
pour que ce soit utilisable dans mon contexte, on va utiliser une annotation, donc une bibliothèque qui s'appelle wasm-bindgen, qui nous fournit des annotations, donc dièse crochet, c'est des annotations. Derrière, il y a du code qui est compilé, qui est généré à la compilation, compile time. Ce qu'on appelle une macro en Rust. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, donc dès qu'on va avoir une annotation wasm-bindgen, l'idée c'est de faire un pont entre l'univers JavaScript et l'univers Rust. Quand je dis un pont, on peut le faire dans les deux sens. Typiquement ici, j'ai une fonction start, qui est une fonction Rust, qui va appeler alert, notre fameuse alerte. Si je veux la rendre visible côté JavaScript, je vais devoir lui mettre cette annotation wasm-bindgen. Il y a une petite différence, une petite subtilité ici, c'est que j'ai ajouté l'attribut start. C'est juste pour quelque chose qui va dire au code généré, en gros, il va automatiquement appeler cette fonction après avoir chargé le WebAssembly. C'est juste pour gagner du temps dans le code, en gros. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, normalement quand je sauvegarde, ça compile, ça génère du WebAssembly, et je vais pouvoir aller dans mon... Alors, comment je vais faire? Je vais aller dans mon index.html. Non, je ne vais pas aller dans mon index.html, je vais aller dans mon code TypeScript ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer ici cette fonction qui s'appelle RustCounter, qui est en gros une fonction d'initialisation qui vient du code qui est généré par mon wasm-pack. D'accord? Je vais aussi importer un type, mais ça je l'utiliserai plus tard. D'accord? Donc j'ai une fonction RustCounter. Ce qui se passe, c'est que on va appeler cette fonction d'initialisation. Donc ça retourne une promesse JavaScript, c'est normal, il faut télécharger un fichier WebAssembly, le compiler, etc. C'est pour ça que c'est derrière une promesse. Donc si je fais ça, en théorie, j'ai mon alerte qui apparaît. D'accord? J'ai fait mon hello world. Bon, en bonus, j'ai 3 fois, parce que j'ai 3 fois la page web dans mes slides, c'est pour ça qu'il y a 3 fois ça. Alors l'idée, c'est qu'après ma fonction d'initialisation, j'appelle ma fameuse fonction play sur RSCounter, mais pour ça, il va falloir finir le code. Ok. Alors comme c'est un peu pénible, on va vite l'enlever, hein, le alerte. Désolé. Voilà. Alors. Hop. Je vais juste... Oula. Je vais juste décommenter mon code. Forcément, il ne faut pas que je me loupe. Donc, ce que j'ai fait maintenant, c'est décommenter plein de code. Je vais vous l'expliquer rapidement. J'ai grosso modo copié-collé mon web composant JavaScript et j'ai traduit le TypeScript en Rust. Voilà. Honnêtement, il n'y a pas de subtilité, sauf sur les points sur lesquels on va regarder. La première chose, c'est qu'on peut créer des structures. La structure count event avec un attribut count qui est public, et on peut aussi l'exposer côté JavaScript avec mon annotation. Pour mon web composant, c'est une autre structure qui s'appelle count Rust element. Ce coup-ci, les attributs, son état interne est privé. Et il y a un truc important à savoir en Rust, c'est que c'est un langage où il n'y a pas d'héritage. D'accord? Donc on va avoir un problème, il faut qu'on trouve une solution pour faire notre extend de HTML element. Donc ce problème-là, on ne va pas le résoudre tout de suite, on va le résoudre à la fin. Et du coup, pour compenser ça, j'utilise une composition. Je vais utiliser dans mon host l'élément qui correspond à mon élément racine. Je retrouve count, mon route de shadow root, mon état interne et mes éléments en Rust. Donc en Rust, on n'a pas de nul, mais on a des options, c'est mieux. Et on a des types element et shadow root qui viennent d'une bibliothèque qui s'appelle web-6. Cette bibliothèque-là, en fait, en gros, elle va utiliser wasm-bindgen pour exposer l'intégralité des API web, le DOM, etc., dans l'univers Rust. Bon, pas de difficulté une fois qu'on a déjà vu ça. En Rust, on a des blocs d'implémentation, mais pas les méthodes à l'intérieur des structures. C'est séparé, ça permet par exemple de mettre la notation wasm-bindgen sur l'ensemble du bloc. J'ai une fonction ici qu'on va appeler un constructeur, pour faire simple.
qui va juste prendre mon host, mon élément, on va dire, sur lequel je vais m'attacher pour mon web composant, et qui va créer notre route, notre shadow route, et après j'initialise ma structure avec les valeurs par défaut qui vont bien. Ici, dans mon annotation WasmBindGen, je lui ai mis l'attribut constructor, ça veut juste dire côté JavaScript. Pour utiliser cette fonction, je vais faire new countTrustElement. D'accord? C'est juste que ces annotations-là, WasmBindGen, peuvent être paramétrées avec un certain nombre d'attributs. Pour le connected callback, c'est pareil. Là, j'ai mis une annotation pour renommer le nom en JavaScript pour que ça corresponde au connected callback JavaScript, parce qu'en Rust, en Rust, les variables et les noms de fonctions de méthode, on utilise du snake case. Bon, voilà. On n'est pas obligé, hein, je pourrais utiliser le nom normal. Le reste, c'est du code qui est un peu la traduction bête et méchante. Je vais utiliser le système de formatage de string de Rust plutôt que faire le string interpolation de TypeScript. Je récupère mes références de mes éléments dynamiques. Et je vais avoir un truc un peu marrant à faire, c'est le event listener pour le bouton. Donc je vais pour l'instant pas parler trop de ça. Je vous ai mis le disconnected callback parce qu'on va le faire proprement ce coup-ci. Et il y a le callback sur les attributs qui change. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, aucun intérêt, on va dire, pédagogique. Donc, maintenant qu'on a ça, on en a suffisamment pour pouvoir faire semblant de créer un web composant. Donc, pour pouvoir faire ça, dans mon code HTML, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un div qui s'est appelé Playground. Et l'objectif, c'est que lui, il serve de host, on va dire, d'élément racine de mon faux web composant. Okay. Donc, dans mon main, après avoir initialisé mon WebAssembly, ce que je vais faire, c'est, je vais mettre un petit callback ici, et je vais créer mon Rust counter, c'est countTrustElement, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est countTrustElement. Ok. Alors, il faut faire un new. Moi, plus à l'aise à coder du Rust que du JavaScript. Et si on regarde, déjà, l'outillage Wasmpack, il nous fournit même des choses sympas, c'est-à-dire qu'il nous a généré les définitions TypeScript de cette classe, qui est codée, c'est du Rust, hein, derrière. Et donc, du coup, il veut qu'on lui passe un host. Alors, le host, il est ici. Okay, il faut ça pour qu'il râle pas trop. Donc là, j'ai instancié mon web composant, et pour l'émuler jusqu'au bout, il faut évidemment que j'appelle la méthode connected callback. Et donc là, mon playground s'est transformé. Alors, j'ai pas d'attribut name, donc j'ai rien au début, mais j'ai un bouton avec mon état. Donc déjà, là, j'ai fait la moitié du boulot, et on va pouvoir se concentrer sur la partie un peu amusante, le event listener. Alors, Web6, la bibliothèque, nous fournit les fonctions add event listener sans problème. Sauf que si on utilise Web6, il va falloir créer une JS fonction, et pour faire ça, il va falloir créer une JS closure, il va falloir faire un cast, ça va être un peu désagréable à écrire, et j'ai préféré utiliser une petite bibliothèque qui s'appelle Gloo, G-L-O-O, qui fournit une petite surcouche à Web6, et qui est beaucoup plus idiomatique Rust, pour faire ce genre de choses. Donc ce event listener, c'est fourni par Gloo. Alors, il y a un gros warning. Alors, je suis désolé, mon IDE, il rend pas ça très très agréable. Est-ce que je peux vous montrer comment ça marche, Rust? Donc, si je fais un cargo check, voilà, normalement, on a des belles erreurs comme ça, avec plein de blabla et tout. Donc, je suis désolé, dans mon IDE, c'est pas agréable à lire, mais c'est comme ça. En gros, le problème qu'on a, le warning, c'est il nous dit ouais, en fait, tu n'utilises pas ce que tu as construit et c'est pas bien. Listener. Voilà. Donc en faisant comme ça, j'ai le même warning, mais je l'ai sur une variable, c'est beaucoup moins désagréable aux yeux. Donc cet event listener, on lui passe l'élément sur lequel on veut s'abonner, le bouton, le nom de l'événement, l'event, et on lui file une closure. D'accord? Donc ici c'est une closure qui va prendre un événement, mais on n'en a pas besoin. Et on va faire doucement, on va faire un petit alerte. D'accord? On a brillamment importé cette fonction. Plop. OK. Et donc, évidemment, on s'attend à
avoir des plops qui apparaissent, et malheureusement, ça ne marche pas. Alors là, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que ça va expliquer les idées qu'il y a derrière de Rust. Alors normalement, il y a un warning, c'est sûrement pour une bonne raison. En gros, il nous dit on n'utilise pas le listener. Alors je vais essayer d'expliquer les choses de façon simple, mais non. Voilà. Donc si je regarde la documentation de ce event listener, il nous dit que c'est un RAII type. Alors c'est un acronyme horrible, ça veut dire Resource Acquisition is Initialization, je crois, je suis pas sûr. Oubliez l'acronyme, il faut comprendre ce que ça fait. Alors en Rust, je vous ai dit, quand la valeur elle est plus utilisée, elle sort du scope, plus de propriétaire, on drop. D'accord? Donc là, à la fin de ma fonction, dans mon bloc if, à la fin, ici, en gros, à cet endroit-là, il drop. Il drop listener. Et alors en Rust, on peut implémenter un trait ou une interface, si vous voulez, qui permet de brancher du code au moment de faire du drop, juste avant de faire le drop. Le trait, il s'appelle drop, voilà. L'usage classique de ça, c'est, par exemple, on lit un fichier, donc on ouvre un file descripteur, et dans le drop, on close le file descripteur. On fait pareil quand on ouvre une socket, il faut la closer, sinon ça ne va pas. Et l'avantage de Rust par rapport à d'autres langages qui ont des garbage collectors, c'est qu'en fait, on peut prédire et positionner exactement, on sait exactement quand ce drop va arriver. En tout cas, le compilateur, il sait quand ça arrive. Et donc, du coup, on peut mettre du code là-dessus, et c'est ce qui va s'appeler RAI, le pattern derrière. Et donc là, l'idée, c'est que ce event listener, il va allouer des ressources, une closure en gros, et il va s'abonner en faisant un add, et au moment du drop, il va faire un remove, event listener. Et du coup, la mémoire de ma closure est libérée, pas de problème, c'est super joli. Le problème, c'est qu'en fait, ici, ce qu'on a, c'est qu'on fait le add event listener, et juste après, ici, dans le drop, on fait le remove, et du coup, on n'a pas de comportement. On a le borrowing qui marche, l'ownership qui marche, il supprime l'élément, et en fait, on s'abonne et on se désabonne instantanément. Donc voilà, c'est pour ça que ça ne marche pas, mon clic. Donc la solution, quand on rencontre ce genre de problème en Rust, ça va être de faire durer cette variable listener un peu plus longtemps. Pour faire ça, on va transférer l'ownership, on va le déplacer. Où est-ce qu'on va le déplacer? On va prendre un élément qui dure plus longtemps, en l'occurrence, self, excusez-moi. En l'occurrence, c'est moi-même le composant, le web composant, le contrast element. Donc on va rajouter un attribut, listener, et on va transférer l'ownership de cette valeur dans mon composant. D'accord? Donc évidemment, il faut l'ajouter. Hop, ici. Une option, event listener. Et il faut l'initialiser, et là, on va pas se casser la tête, c'est none. Et une fois qu'on a fait ça, on a transféré cet ownership. Alors, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Si on fait ça, c'est parce qu'on va aussi en profiter quand on va se déconnecter. On va supprimer cette valeur. En gros, on va prendre notre option et on va retirer la valeur qui est dedans, s'il y en a une. Pour ça, il y a une méthode qui s'appelle take. C'est pas très important le nom de la méthode. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, notre composant, on pourra en créer et dans les pages web et les supprimer. On ne va pas faire de fuite mémoire. Remarquez que en JavaScript, on ne va même pas se poser la question. Enfin, la plupart des développeurs, par exemple, moi, ne se posent pas trop la question là-dessus. Et c'est pas bien. En Rust, on est incité à le faire. Donc normalement, on a notre plop, tout va bien. Donc ça, c'est des notions qui sont intéressantes et importantes à comprendre en Rust, qui font que c'est un peu difficile à débuter dans Rust. Autre chose qu'on va faire maintenant, l'idée c'est qu'on va incrémenter dans notre closure l'état interne et on va... donc voilà, donc là je l'ai mis en 2 étapes parce que ce sera plus simple plus tard. Donc si je fais ça, là on va se faire un peu pincer méchamment par notre ami le compilateur Rust. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais recommenter. Oula.
vais faire comme ça parce que sinon ça va être désagréable pour la lecture du code. Oula. Vidéo. Voilà. Donc l'idée ici, c'est que pourquoi on a plusieurs erreurs en fait à cet endroit. L'erreur qu'on a, c'est que self, c'est moi-même, c'est le vis dans d'autres langages comme TypeScript, JavaScript ou Java. En fait, ici, la valeur count, elle appartient à self et on va vouloir la transférer dans ma closure. C'est pas le même scope que ma fonction collected callback. Donc là, on a un problème. C'est qu'on veut quelque chose à deux endroits et ça marche pas comme ça en Rust. C'est pas possible. Et c'est un problème pire, c'est qu'en plus, on veut modifier cette valeur. Donc on veut partager une valeur et la modifier. Et donc ça, en Rust, tous ceux qui ont fait du Rust, ils savent le pattern. C'est un pattern qu'il faut apprendre, comprendre, ça prend du temps à digérer. C'est un pattern qui s'appelle interior mutability. D'accord ? C'est ce qui nous permet de partager les éléments et de les modifier. En fonction de la situation, est-ce qu'on est asynchrone ou des types, on ne va pas exactement utiliser le même typage et les mêmes briques. Dans ma situation ici, c'est un cas un peu simple, je vais utiliser ce qui s'appelle la référence counter, RC. C'est un truc, tout simplement, ça va mettre la valeur dans le tas, ça va conserver le pointeur. Quand on va cloner, on va conserver le pointeur. Donc en fait, on va référencer la même valeur, mais on aura deux objets différents, mais qui vont référencer la même valeur. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va incrémenter un compteur. Quand on va dropper, on va décrémenter le compteur. Quand on tombe sur 0, on peut relâcher la mémoire qui est allouée dans le stack. Ça, c'est le principe de ce référence compteur. C'est un petit peu plus subtil parce qu'il faut le modifier. Donc on va utiliser une cellule, cell, qui va nous permettre de faire la modification. Donc ce genre de choses, vous allez le voir dans le typage de Rust. Alors on peut trouver ça verbeux, mais on peut trouver ça extrêmement explicite. Et à titre personnel, j'aime bien avoir du code qui est explicite. Donc ça change ma modification. Donc là on peut faire RC default, ça va nous mettre la valeur par défaut de la cellule qui va prendre la valeur par défaut de mon entier qui sera 0. Pour récupérer et lire la valeur, je vais devoir faire un get. Ok. Et du coup, ce que je peux faire maintenant, ici, juste avant le listener, c'est que je vais créer un clone de cette valeur-là, en prenant mon count, d'accord? Et après, je vais devoir lui transférer l'ownership de ce count-là. Je vais transférer l'ownership à ma closure. Pour ça, je vais utiliser un mot-clé qui s'appelle move. Donc là, les compilateurs vont vous aider quand il vous manque ce move, hein, ce genre de choses. Donc, mon opération ici, c'est plus self.count, c'est count.get. Et mon opération ici, c'est plus self.count, c'est count.set. Ok? Donc là, ça compile. On a fait l'énorme pas en avant. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire des trucs très simples. C'est changer le bouton, l'intérieur du bouton. Donc là, on a le même problème, en fait. C'est pas exactement le même problème, mais en gros, on va devoir transférer l'ownership du bouton et utiliser ici. Donc line76, on va devoir le transférer à l'intérieur de la closure. Donc la solution simple pour faire ça, c'est de créer un deuxième bouton qui est juste un clone du premier. Voilà. Et on va pouvoir transférer ce bouton. Donc du coup, c'est bouton 2. Et donc là, j'ai un compteur qui marche. Et ma valeur count, elle est bien modifiée dans mon objet countRustElement. Ok? Donc c'est cool. Il ne reste plus que envoyer un custom event. Donc là, on utilise les API de Web6. C'est un peu verbeux. Et on va rencontrer le même problème. Le host, il appartient à self. Ben, en fait, on va le cloner bêtement pour qu'on puisse transférer l'ownership. Self.host. Clone. Ces clones-là, en fait, comme c'est des éléments qui viennent de l'univers JavaScript, c'est des clones qui sont grosso modo des clones de pointeurs. Donc ça veut dire que ça ne prend pas trop de temps et de mémoire. Ok. Donc voilà. On a quelque chose qui marche pas mal. Il reste à résoudre le dernier problème, c'est comment on fait l'héritage et comment on va enregistrer notre fameux web composant. Et donc là, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on est obligé de tricher. On
on va le faire en JavaScript. Donc, on crée une fonction JavaScript qui prend des tags, attributs et un objet builder. On va utiliser custom element define avec notre tag. Et là, l'astuce, c'est que, en fait, je ne sais pas si vous savez, en JavaScript, on peut créer des classes anonymes. On n'a pas trop l'habitude, mais c'est un des use cases intéressants. L'idée, c'est qu'à l'intérieur du constructeur, on va créer une instance de mon Rust count element. Et après, toutes les fonctions de callback, c'est juste de la délégation, en fait. OK? Donc pour faire ça, il faut faire un petit peu de code côté Rust. Hop. Alors, la première chose, on redéclare un bloc externe. Ce coup-ci, on est obligé de le redéclarer dans un autre bloc. Pourquoi? Parce qu'il faut lui préciser, en fait, que c'est un autre module. Voilà, ici, dans mon fichier JavaScript. J'ai déclaré ma fonction. Il va falloir, dans ma fonction start, appeler cette fonction avec les paramètres qui vont bien, le tag, les attributs et un objet builder. Cet objet builder, il est là, c'est un singleton qui va être visible côté JavaScript. Et la fonction build va prendre notre host et va tout simplement appeler notre build, notre fonction Rust element. Sur le papier, on pourrait même retirer le wasm-by-gen. On pourrait pas. On pourrait pas parce qu'on a quand même besoin des callbacks qui sont rappelés du côté JavaScript. Donc si je fais comme ça, j'ai mes web composants et je peux cliquer dessus et ça va marcher. Alors ça marche, mais comme vous voyez, on n'a pas tout à fait la même chose ici. Ça c'est aussi pour prouver que c'est vraiment du Rust. Il y a un truc avec un pointeur dedans. Ça doit être wasm-by-gen _pointer le truc. Donc pour que ce soit plus agréable, dans ma fonction play, en fait, au lieu de faire le JSON du contenu de mon objet, donc le count event, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher la propriété count qui elle est publique. Et donc du coup, on va avoir les vrais numéros qui vont bien. OK? Donc ça, c'est la grosse partie de cette présentation. Et on va juste faire un petit bilan sur ce qu'on a vu. Alors d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Rust, vous avez vu à la fois la puissance des types, on va dire l'exigence que nécessite le compilateur pour que le code fonctionne. Cette exigence, il a des effets très intéressants. Ça nous enlève énormément de bugs, ça nous enlève des problèmes de mémoire, ça nous enlève beaucoup de choses. Vous avez probablement aussi vu que Rust, c'était pas que de la syntaxe, c'était aussi des notions. Et la mise en pratique de ces notions demande un peu d'apprentissage. Faut juste, c'est pas plus dur qu'un autre langage. J'ai envie de dire qu'une fois qu'on a passé, on va dire, le premier call, les choses deviennent plus faciles parce qu'en fait, on est mieux outillé, en gros. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, si vous voulez faire du Rust et du WebAssembly, il y a ce qu'on appelle un Rustbook qui détaille plein d'étapes. Vous allez apprendre plein de petits détails sur lesquels j'ai pas pu rentrer dedans. Donc c'est quelque chose qui est fortement recommandé. L'outil wasm-pack, c'est un outil indispensable quand on va faire du Rust et du WebAssembly. wasm-by-gen, c'est l'outil indispensable pour faire le pont entre l'univers JavaScript et l'univers Rust. Web6, c'est si vous faites du web, vous allez avoir besoin de Web6 d'une façon ou d'une autre. Et un certain nombre d'API sont exposés, en particulier Fetch, les WebSockets, ce genre de choses, dans une bibliothèque qui s'appelle Glue, qui nous facilite et qui rend les choses de façon un peu plus idiomatique, comme le Event Listener par exemple. C'est nettement plus simple de l'avoir fait avec Glue que sans. On va passer à la partie Dioxus. Alors Dioxus, c'est un framework UI en Rust. Tant pis, je me tape. Ah, voilà. Il est full stack. En gros, ça veut dire qu'on peut écrire du code serveur aussi dedans avec des annotations, un peu comme on ferait avec du Next.js. Il est cross-platform, ça veut dire qu'on peut faire du desktop, du web ou du mobile. Il est rapide et typé, ça c'est Rust. Il est orienté web, ça veut dire qu'en gros, quand on dit desktop, c'est des WebView, du mobile, c'est des WebView. Le desktop va utiliser la WebView qui est utilisée dans Tori, ceux qui connaissent Tori. Donc c'est une WebView qui n'embarque pas le Chrome avec les côtés positifs et négatifs qu'il y a derrière,
mais en gros, ça marche très très bien sur... ça nous fait des binaires plus petits quand même. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que conceptuellement, ça a été réfléchi pour qu'on puisse brancher autre chose que du web. D'accord ? Il y a des moteurs de rendu alternatifs pour faire du terminal UI, pour faire du code natif sans WebView, avec voilà, ou pour faire du SKIA, pour ceux qui connaissent. Cette partie-là, on ne peut pas considérer que c'est production ready, hein, je dirais. C'est parfois très, on va dire, très jeune, où il y a encore beaucoup de boulot, par exemple pour la couche natif, mais ça commence à fonctionner et c'est assez intéressant. Le framework est fortement inspiré par React, on va retrouver beaucoup de concepts similaires, ça fait du virtual DOM. Chose intéressante, c'est que derrière Dioxus, il y a une compagnie qui s'appelle Dioxus Lab, qui est financée au moins un peu sur Y Combinator. Donc, ce que ça veut surtout dire, c'est qu'il y a des gens qui bossent full-time dessus, qui peuvent répondre sur leur Discord et tout, etc. Donc ça, c'est assez intéressant, ça donne un espoir d'arriver à une version 1.0. Évidemment, c'est open source, je pense que c'est sous double licence Apache 2 et MIT, Dioxus, et ils n'ont pas prévu de le rendre propriétaire. Voilà. Il y a plein d'autres choses à dire, mais bon, je n'ai pas le temps. Si oui, ce que je voulais dire, c'est que là, je vais utiliser une version 0.5. La version 0.6 doit sortir aujourd'hui, demain ou lundi ou la semaine prochaine, enfin très 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 bientôt. Il y a des alphas qui sont disponibles hein, si vous voulez travailler avec. Il y a plein de changements. Et la partie Dioxus que je vais vous montrer va fonctionner en Dioxus 0.6. La partie web component, eh ben, il faudra attendre un petit peu. Mais ça devrait être faisable. Alors, je vais basculer sur un autre écran. Donc Dioxus fait des applications à la base. Hein, donc malheureusement, il va falloir faire un peu de boulot pour le faire en web composant. On va aller dans le main. Donc c'est une application, on va utiliser Dioxus et on va utiliser un composant qui s'appelle app. Le main, ça consiste à lancer ce composant app. Ce composant app, pour l'instant, ça fait juste hello Dioxus. Il y a une annotation component. On retourne un élément, ce coup-ci c'est un élément de Dioxus, pas un élément de HTML. On a une syntaxe ici qui s'appelle RSX, pour faire du pseudo JSX, qui, contrairement, c'est basé sur des curly braces plutôt que des angle brackets. Mais en gros, on retrouve la syntaxe HTML. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un composant qui s'appelle compteur. Donc on va créer un composant, c'est une annotation, une fonction, counter, on va lui mettre des paramètres. Donc il y a le nom, je veux dire que c'est optionnel. Et on va aussi lui définir un event listener pour notre count. C'est event handler. Ouais, excusez-moi. Le type c'est count event, hein, voilà, c'est pas très compliqué. Count event, et on va produire un élément Dioxus. Hop. On va mettre des accolades, c'est une annotation. Donc là on peut faire du HTML. Ouais. Voilà. Et un bouton. Button. Voilà, on utilise juste les curly braces à la place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce compteur à l'intérieur de mon composant de plus haut niveau qui s'appelle app. Pour ça, je vais mettre des choses ici. Je n'ai pas la peine de se préoccuper de ça. Ici, je vais appeler mon compteur. Je vais lui donner le name. Title du libre, par exemple. Et mon event handler, c'est onCount qui est défini au-dessus. On ne va pas se préoccuper de ça. Donc si je fais ça, normalement, j'ai un bouton qui apparaît ici, voilà, qui est bleu. Et du coup, je vais pouvoir faire mon code. Bon, bah, je vais d'abord utiliser mon paramètre name. En fait, ce que je veux, c'est une chaîne de caractères. Donc, comme c'est une option, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon nom et je vais faire un unwrap or default. En gros, si j'ai la valeur, je la récupère. Sinon, je prends la valeur par défaut de la chaîne de caractères, une chaîne de caractères vide. Et je vais pouvoir utiliser le formatage d'arguments de Rust pour afficher à l'intérieur de mon label
le name. Alors c'est un peu petit, mais désolé, ça fonctionne. Pour mon bouton, là, c'est plus intéressant parce qu'on va faire deux choses. D'abord, j'ai un état interne qu'on va appeler count. D'accord? On va définir cet état interne comme étant un signal. Donc, il y a une fonction qui s'appelle useSignal. Il va prendre une fonction d'initialisation. Donc, moi, je vais lui dire que j'aime bien écrire ça comme ça, usage. .default, en gros, c'est la fonction d'initialisation, c'est la valeur par défaut du type usize, qui est un entier non signé de la taille de notre architecture. Donc 32 bits en WASM, je crois. Voilà, donc j'ai un compteur. Et donc je vais pouvoir utiliser la valeur de ce compteur ici, dans mon bouton, pour avoir un gros 0, là, normalement. Voilà, très bien. Ce que je veux faire, c'est ici, je vais vouloir créer mon listener, onClick, pour incrémenter. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est ajouter onClick, mettre au-dessus, voilà, onClick. Et ici, je peux lui passer, en fait, une closure. Je n'ai pas besoin de l'argument. Ma closure, elle va prendre la main sur mon count, et je vais tout simplement incrémenter mon count. Alors, pour faire ça, d'abord, il faut que je mette une virgule, pas un point virgule, et deuxièmement, il faut que mon compteur soit mutable, sinon ça ne va pas marcher. Et donc là, normalement, j'ai mon compteur qui marche. Ok. Maintenant, moi, j'aime pas trop cette syntaxe. Je vais déplacer ce code ici. C'est juste du code Rust, d'accord? Donc ce que je fais, c'est que je vais créer une variable qui va s'appeler onClick, d'accord? Et ici, je vais utiliser la syntaxe simplifiée, d'accord? C'est une virgule là. Voilà, on fait comme ça. C'est juste de la syntaxe. Pourquoi je veux faire ça? C'est qu'en fait, là, j'ai oublié de faire un truc, c'est que je notifie pas ceux qui se sont abonnés sur le onCount, d'accord? Donc, pour faire ça, en fait, c'est pas dur, on va prendre le onCount, et on va juste appeler la méthode qui s'appelle call, et il faut que je lui passe la payload, qui est un count event, et je vais lire la valeur dans mon signal count, pour faire ça. Ok? Donc dans mon application, le code que j'avais décommenté, grosso modo, c'est j'ai un autre signal que je vais appeler current, qui est la dernière valeur qui a été notifiée par count. Donc éventuellement pas du tout, il n'y a pas eu de valeur, c'est pour ça qu'il y a une option. J'ai un onCount event qui récupère un count event, évidemment, et qui met à jour mon signal. Et donc dans mon templating ici, je peux faire du code Rust, par exemple, je peux faire un iflet somme de value. Je vais prendre mon signal current, je vais lire la valeur, et à l'intérieur ici, par exemple, je vais créer ma balise code. Allez, on va créer une balise H1, on va être fou. Allez, H2. Et on va juste afficher la valeur. Ok. Et donc là, j'ai bien mon événement qui est dispatché, qui est utilisable depuis l'extérieur. Donc ça, c'est que du code Juxus. Le seul problème, c'est que moi, je veux faire un web composant, et ça, c'est une application. Et du coup, ça marche pas. Et là, du coup, c'est pas grave. La première chose que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce code-là. Et ben, mon application, c'était sympa, mais je vais la supprimer, elle sert plus à rien. Voilà. Hop. Alors, ce que je vais faire aussi, en plus, c'est que mon count event, je vais avoir besoin de l'exposer à l'extérieur, dans le monde JavaScript. Donc là, on va refaire notre WASM Badger. Pourquoi il ne veut plus sauver mon éditeur? C'est là. Ok. Autre chose. J'ai ce composant là, je vais vouloir le transformer en web composant. Alors déjà, je vais vouloir lui mettre du style. Et autre chose, je vais transformer cette annotation component en web component. Voilà. Web component. Voilà.
Alors là, le problème, c'est que ça marche plus. Hein, on a une erreur à la compilation, et ça, c'est l'intérêt d'avoir du code qui compile, qui nous dit que en fait, le nom custom element qui s'appelle counter, en fait, c'est pas un nom valable. Hein, voilà. Donc il y a des règles là-dessus. Et ce qui est bien, c'est quand on peut brancher du code à la compilation, on peut faire ce genre de vérification, alors qu'en fait, en JavaScript, en fait, on l'aurait qu'au runtime. Alors, la solution pour résoudre ce problème-là, c'est tout simplement ici de faire un tag et de lui dire qu'il s'appelle dxcounter. Et en fait, on en profite pour lui dire le style, c'est la constante que j'ai définie au-dessus, qui est juste du style. Enfin, on va se remettre sur notre composant ici. Il ne faut pas oublier d'appeler et d'enregistrer notre web component. Donc la notation web component, elle va générer une fonction qui s'appelle register counter, qui nous permet de se brancher dans une fonction start. Voilà. Et il n'y a plus qu'à sauver. Alors je ne sais pas pourquoi il ne veut plus sauver. Dave buffer. Non, il n'y a pas. C'est magique. Est-ce que ça a marché, ça? Ouais, bon, ça a marché. Tant pis. On va aller dans notre page HTML. On va lui décommenter notre partie Dioxus. Oh, excusez-moi. On va aller dans notre TypeScript. On va importer notre fonction d'initialisation. Ce coup-ci, c'est Dioxus counter. Et il n'y a plus qu'à appeler notre fonction. Si je fais ça, ça sauve. Voilà. Pour avoir notre web composant qui fonctionne et qui fonctionne comme tout le monde. Voilà. Donc, on a fait un web composant avec Dioxus, avec juste une annotation. On va revenir. Hein. Juste une bonne annotation. On a défini du style qui vient de l'extérieur. Et derrière, on a fait du code nettement plus agréable que ce qu'on a vu avant. Donc le retour de Dioxus là-dessus, c'est que grosso modo, on a une vraie bonne expérience développeur, sous réserve d'être familiarisé avec Dioxus ou cette notion de signaux, de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi on peut faire tout ça de cette façon. Dioxus Web Component, par défaut, Dioxus ne fait pas de Web Component, mais il y a une bibliothèque qui fait le pont, elle s'appelle Dioxus Web Component. Ça supprime beaucoup du code fastidieux, j'espère que ça vous a convaincu que c'était nettement plus agréable que d'écrire ça à la main avec les Wasm Badging dans tous les sens. C'est moi qui ai créé cette bibliothèque, il y a quelques trous, quelques limitations on va dire plutôt. Parmi les limitations, il y a un truc dommage, c'est qu'aujourd'hui elle n'est pas compatible avec la version qui va sortir de Dioxus. Je suis en train de bosser dessus. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et grosso modo, ça masque une grande partie de la complexité de ce qu'on a vu avec Wasm Badging, toute cette logique-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, cette complexité, elle est super utile, elle permet de faire plein de choses. Mais effectivement, des fois, on a envie de développer un peu plus rapidement, de ne pas trop se préoccuper là-dessus. Pour conclure, alors d'abord, premièrement, on peut le faire, c'était pas si simple que ça. Il a fallu passer par plein d'étapes un peu challenge, mais c'est faisable. Donc en gros, tout ce que je vous ai montré là, ça a besoin d'un navigateur qui date qu'à moins de 5 ans. Il faut qu'il puisse faire du WebAssembly, il faut qu'il puisse faire du Web Component. Il n'y a rien de difficile, une fois que ça c'est fait, tout le reste va bien. Donc si vous aimez Rust, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci, plongez dedans. La vraie question c'est est-ce que c'est vraiment utile de le faire? Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Donc pour vous aider à réfléchir sur ce sujet-là, on peut déjà comparer les tailles des fichiers de ce qu'on a vu aujourd'hui. La partie JavaScript fait 52 kg. C'est de la triche dans la partie JavaScript, il y a aussi les parties qui bootstrap les WebAssembly, les deux. Donc c'est beaucoup plus petit. La partie purement Rust, le Wasm de la partie Rust naturelle avec Glue et Web6 et tout, ça fait 28 kg, donc c'est très petit.
Par contre, la partie avec du Oxus Web Component, ça fait 400 kg. Ce qu'il faut dire, c'est que premièrement, cette taille, elle ne croît pas de façon linéaire, elle croît plutôt de façon logarithmique. Deuxièmement, c'est probablement pas du Oxus, c'est plutôt ma bibliothèque. Parce qu'en fait, je suis obligé de faire le pont entre les deux mondes, et je passe par des channels, il y a du feature, enfin, il y a des choses comme ça. Ça rend les choses un peu plus subtiles, un peu plus compliquées. Typiquement, les slides, c'est codé en Dioxus, ça fait 600 kg, l'intégralité des slides. Alors les pour et les contre, si vous connaissez pas Rust, mettez-vous à Rust, je pense que c'est très intéressant, j'espère que vous avez vu que c'était cool comme langage. Par contre, c'est probablement pas une bonne idée de se mettre à Rust en faisant du WebAssembly tout de suite, de mon point de vue. Disons que vous allez vous rajouter des barrières qui sont un peu compliquées. Si vous n'aimez pas le typage, faire les choses proprement, surtout restez avec votre JavaScript ou votre TypeScript. Honnêtement, moi j'ai beaucoup de mal même à faire du TypeScript parce qu'il me manque des choses. Voilà. C'est pour ça que je suis très content d'avoir cette solution. Le vrai problème qu'il y a pour moi, c'est qu'aujourd'hui, ça marche, il n'y a pas de problème, c'est stable, il y a zéro souci. Par contre, il n'y a pas d'écosystème de librairie, il n'y a pas les librairies matérielles, ou alors il y en a, mais pas fini, il y a un contributeur qui n'a pas trop le temps, etc. Donc si vous voulez faire ça, il ne faut pas avoir peur de redévelopper des choses. Vous n'avez pas des choses sur étagère comme vous pouvez avoir dans du web classique. Moi, je trouve ça fun, mais ça fait faire plus de boulot. Après, c'est un peu plus long de démarrer des projets en Rust. Moi, j'estime qu'après 15 jours de développement, si on est compétent en Rust, évidemment, en gros, je vais aller plus vite avec du Rust. Si c'est moins de 15 jours, il vaut mieux du JavaScript prototype. Enfin, pour faire un POC et jeter, il vaut mieux faire du JavaScript. Donc voilà. Bon, ça c'est ma métrique à moi, qu'il faut adapter en fonction des personnes, mais sur des POC, je pense pas que c'est une bonne idée, sauf si c'est juste pour prouver qu'on peut utiliser ces outils-là. Pour aller plus loin, alors il y a quelques années, moi je croyais pas du tout à l'écosystème, on va dire, front-end dans Rust au sens large, pas que web. C'est un écosystème qui a beaucoup évolué, qui s'est stabilisé autour de quelques bibliothèques, il y a des choses très très intéressantes qui arrivent. Il y a le concurrent, on va dire, un peu classique de Dioxus, c'est Leptos. C'est très intéressant, ça marche très bien aussi. Il y a tout un tas de bibliothèques, vélo par exemple, il y a des choses avec de l'accessibilité, AccessKit. Il y a plein de choses qui arrivent là-dessus, il y a WebGPU qui est un peu la plateforme de base si on veut faire du GPU, il y a des librairies Skia, etc. Donc, ça vaut le coup de regarder tout ça. Le potentiel est énorme. Moi, je pense juste à toutes vos applications Electron que vous avez sur vos laptops, vos ordinateurs. Si ça pouvait faire, je sais pas, même pas 10 mégas, que c'était un peu plus frugal au niveau mémoire et CPU, on serait tous plus heureux. Voilà. Donc, vous pouvez attendre que tout ça se stabilise. Moi, je pense que c'est plus cool de venir contribuer, de venir expérimenter. Si ça vous a donné envie de créer votre propre bibliothèque Web Component, eh ben, je serais ravi, ce talk serait un succès. Vous pouvez retrouver le code des slides et le code sur mon GitHub. C'est à Jug Summer Camp, parce que c'est là où j'ai fait la première fois ce talk. N'hésitez pas à venir discuter avec moi si vous avez des questions plus tard, parce qu'il n'y a plus trop de questions, n'est-ce pas? Il n'y a plus de temps pour les questions. Si on peut. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez ce sujet, oui. Ouais. Ouais. Alors You, j'ai jamais utilisé, si je me trompe pas, c'est inspiré par Helm, si je me trompe pas, comme langage. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de hype derrière You aujourd'hui que derrière Dioxus ou Leptos, par exemple. D'accord? Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. C'est peut-être très très bien, c'est peut-être la meilleure solution, mais j'ai l'impression que les choses sont un peu plus moderne, on va dire, peut-être en outillage et tout. Voilà. Maintenant, j'ai pas d'avis dessus parce que j'en ai pas fait. Donc il faut pas hésiter à tester les différentes alternatives. Voilà, faut pas avoir peur de ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui.
Alors c'est un sujet qui est... Alors donc là, je sais pas si tu as vu, mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je sauve mon fichier, en fait, j'ai un watcher qui va relancer la compilation et tout. Donc comme tu vois, sur un exemple comme ça, c'est pas gênant. Grosso modo, Dioxus, ils ont beaucoup bossé là-dessus, notamment dans la version qui va sortir, pour améliorer l'expérience utilisateur. Sur un petit projet, il n'y a aucun souci. Sur une machine normale, il n'y a aucun souci. Parce que c'est des compilations incrémentales qui se passent. Pour l'instant, dans Dioxus, par exemple, ils ont tendance à faire des full reload. Maintenant, dans la version qui arrive, ils vont être capables de faire des reloads que des parties qui ont été changées. Donc c'est ça, c'est intéressant. Donc, sur un projet de taille, je dirais, 5000 lignes de code de front-end que j'ai fait, ça a commencé à patiner un peu sur ma machine qui a 4 ans. Enfin, c'était tout à fait supportable, mais oui, si ça va être le double, ça commence à être pénible, pour donner une idée, je pense. Voilà. De toute façon, il y a quand même beaucoup d'efforts sur les optimisations de compilation et tout. Les choses sont quand même plutôt pas mal là-dessus. Voilà. Oui. Alors, CraneLeaf, c'est un moteur de WebAssembly, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais... ouais. Là, en fait, je sais pas ce qui... En fait, WasmPack, l'outil qui fait le build, je ne sais pas ce qu'il utilise derrière, mais je sais que par exemple, il va utiliser des outils de binarien pour les optimisations, ce genre de choses. Donc c'est possible qu'il y ait déjà des choses là-dessus. En gros, je pense que c'est le compilateur Rust de base qui, old school, on va dire, qui target WebAssembly. Donc je peux pas, je sais pas. Mais c'est des trucs à évaluer si ça vaut le coup ou pas, si ça a un gain, on va dire. Je suis désolé, je peux pas. Oui. Ah, c'est une excellente question. Alors, de façon subjective, moi, j'y prendrais aucun plaisir. Des gens adorent et c'est très bien. Voilà. Honnêtement, sur du long terme, quand on commence à être plusieurs à travailler sur des projets, avoir un typage aussi solide que ce qu'il y a dans Rust, avoir des outillages aussi agréables à utiliser que ce qu'il y a dans Rust, c'est vraiment un gros plus, je pense. Par contre, la contrepartie, c'est que la marge d'entrée à Rust est nettement plus élevée. Voilà, donc ça c'est mon point de vue. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que PHP, ça va runner sur le serveur. Quand on fait du WebAssembly, ça va runner aussi dans le navigateur, comme ce serait du JavaScript. Alors quand on fait des sites PHP, on fait du JavaScript et du PHP, donc c'est un peu... voilà. C'est juste que là, on peut avoir un outil qui est le même pour le front et le back-end, par exemple, si on veut. Que je trouve ça intéressant. Maintenant, je pense que c'est intéressant pour ceux qui aiment, et après, ça ne doit pas être une raison... S'il faut faire un front-end PHP et un back-end Rust, c'est pas un souci. Voilà. Voilà. Pour moi, PHP, c'est pas fun, Rust, c'est fun. Voilà. Oui. Alors, Dioxus supporte Tailwind, CSS par exemple. Il y a des gens qui aiment ça. Bon, moi j'aime bien faire du CSS. Je sais pas. Je vais peut-être pas avoir dire très représentatif. Autre chose, les web composants, en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'isolation du CSS. Le problème, c'est qu'il y a l'isolation du CSS. D'accord? Donc, du coup, tu es obligé de faire des variables et des parts et tout. Donc, ça, c'est une façon de résoudre ton problème. Honnêtement, je suis pas très fan de React. Je pense qu'il y a des très bonnes idées, mais je trouve qu'il y a plein de choses sur lesquelles il a mal vieilli, et notamment sur l'utilisation du style, ce genre de choses. J'ai jamais trop aimé ça. Il y a sûrement
comme je l'ai dit au début, en fait, je me concentre plutôt sur du back-end aujourd'hui, donc ça fait quelques années que j'ai pas fait trop de front très sérieux. Mais il y a sûrement des alternatives intéressantes pour se simplifier la vie. Moi, ma philo, c'est de faire des fichiers CSS propres et d'utiliser des classes dans mes composants et de jamais mettre de code pur, on va dire style, dans mon code, que ce soit du Dioxus ou du React. Dans Dioxus, tu vas pouvoir donc mettre des templates pour tes classes, tu vas pouvoir lire container de .flex, tu vas pouvoir faire ce genre de choses. Maintenant, je pense que c'est mieux de tout mettre dans du CSS, c'est mon point de vue. Voilà. Donc sur ces aspects-là, j'ai pas forcément un avis qui est partagé par la majorité des gens. Et ben, c'est très bien, c'est bien qu'il y ait des avis divers. Et voilà, faut pas hésiter et tout. Et apprendre CSS nous permet de faire beaucoup moins de bricolage au sein de nos composants, on va dire, de faire beaucoup moins de JavaScript pour faire des choses qu'on peut faire en CSS. Et ça, c'est ma recommandation générale, hein. Apprenez les bases, ça vous servira. Même si demain le framework à la mode Tailwind ou autre disparaît, d'avoir les bases CSS vous servira toujours. Voilà. Merci.